L'an 2000 approche sans que la méfiance à l'égard de l'art du XXe siècle se soit dissipée. On imagine souvent que l'artiste nous trompe, que c'est le règne du n'importe quoi. La musique, par sa nature même, ne peut qu'amplifier une telle incompréhension. Bien sûr, elle communique directement, sans l'intermédiaire des mots. Mais elle présente une difficulté majeure, établir la relation entre ce qu'on entend et ce qu'on lit sur la partition nécessite un apprentissage. Cependant, tout auditeur peut trouver des points de repère. Il y a, dans la création contemporaine, une relation à la tradition. L'on perçoit d'abord, parfois de façon pénible, la différence avec ce qu'on connaît. Et c'est seulement plus tard qu'apparaît la permanence des valeurs d'une culture. Une présentation chronologique des compositeurs essentiels ou des courants importants de ce siècle ne répond pas vraiment aux questions que se pose le public, car il ne réagit pas d'une façon aussi rationnelle et systématique. Ces réactions sont d'un ordre plus général et plus sensible. La mélodie existe-t-elle encore? Y a-t-il vraiment harmonie et non pas cacophonie? Le rythme n'a-t-il pas laissé place au chaos? Répondre à ces questions, proposer quelques clés, c'est montrer ce qui nous fait aimer cette musique et vous la faire aimer. Pourquoi ce mot matériau? Il semble tout à fait grossier par rapport à un art, la musique, qu'on qualifie souvent d'immatériel. Et pourtant, tel l'architecte, le musicien transmet lui aussi ses pensées, ses sentiments, au moyen d'un matériau bien réel, le son instrumental. La note que jouait soit un piano, soit un violon, soit un hautbois, était une note absolue, reconnaissable immédiatement, au-delà des qualités de sa présentation, de son timbre. Plus on a avancé vers notre période actuelle, plus on s'est soucié, au contraire, de diversification. L'orchestre traditionnel, exemple typique de notre culture musicale, s'est sans cesse agrandi. Une famille, comme la percussion, a pris une importance croissante au point d'en arriver au tout premier plan de l'effectif instrumental. Les nouvelles technologies nous fournissent, par ailleurs, la possibilité de synthétiser des sons, de transformer aussi les sons instrumentaux jusqu'à la limite du reconnaissable.
Nous allons entendre le son de la cloche qui a servi de matériau générateur pour l'œuvre de Harvey. Il s'agit de la cloche grave de la cathédrale de Winchester. Là, tu figes le spectre. Oui, on va sélectionner les composants de la première, qui est à 130 Hz. 130 Hz, ça c'est un Do. Oui. La deuxième à 262 Hz Donc, à peu près. C'est l'octave. Oui, tout à fait. Donc encore un Do. Ici par contre c'est très resserré. À Nous sommes 312,6. actuellement dans une situation comparable à celle des architectes, lorsqu'aux matériaux traditionnels sont venus s'ajouter des matériaux plus récents. Cela n'a pas seulement offert des ressources inexplorées, mais cela a obligé les créateurs à repenser de fond en comble une situation neuve. C'est pourquoi j'ai choisi 3 compositeurs qui ont une approche très différente de ce problème du matériau sonore. Le plus récent, Jonathan Harvey, transforme, au moyen de la technologie actuelle, une voix d'enfant et des sons de cloche. Il en tire un parti insoupçonné. Edgar Varèse, déjà dans les années 30, rejette presque tous les instruments traditionnels et favorise la percussion avec des conséquences radicales pour notre univers sonore. Je commencerai cependant par un compositeur d'aujourd'hui, Franco Donatoni. Donatoni se sert des instruments traditionnels utilisés traditionnellement. Mais il les combine de telle sorte, grâce à une écriture appropriée, qu'ils voient leur identité renforcée ou amoindrie. Tantôt, on a des blocs homogènes, parfaitement reconnaissables, qui utilisent les familles isolées ou opposées l'une à l'autre. Tantôt, on a des emprunts ou des transferts dont la rapidité ou la brièveté empêche l'identification sûre et immédiate. Matériaux classiques, employés avec souplesse et ductilité. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dans son œuvre Théma, Donatoni emploie des instruments traditionnels, joués d'une façon traditionnelle et groupés même d'une façon traditionnelle, celle dont nous avons parfaitement l'habitude, c'est-à-dire les cordes, il y a 6 instruments à cordes, les bois, il y a 4 bois, chacun d'une espèce différente, et puis les cuivres sont représentés par une espèce seulement, c'est-à-dire 2 corps. Donc vous voyez, le nombre diminue au fur et à mesure, les cordes qui ont un poids plus faible sont en plus grand nombre, les bois qui sont d'un poids moyen sont en nombre moyen, et les cuivres qui risqueraient de dominer sont en nombre restreint. Mais naturellement, ce groupement traditionnel, il l'utilise d'une façon non traditionnelle. Et en particulier, le premier exemple que je vais vous donner est une sorte d'anonymisation du groupe par l'écriture elle-même. Chaque instrument a des lignes qui peuvent paraître tout à fait anonymes, précisément, et nous allons vous jouer d'abord l'ensemble de ces lignes. Comme modèle d'une de ces lignes, je vais vous faire jouer la flûte, spécialement, qui n'a pas plus de couleurs que les autres, mais pas moins non plus.
Voyez-vous, c'est une ligne volontairement sans profil, qui est neutre, qui se tient toujours dans le même registre, qui est toujours d'une douceur extrême, et pour cela, chaque groupe va reprendre cette couleur anonyme. Vous voyez par exemple les bois qui sont joués par les 4 instruments, toujours au même endroit. Puis les corps qui font exactement la même chose. Et enfin les cordes qui font exactement la même figure, mais augmentée naturellement en nombre, puisqu'ils sont 6 au lieu de 2 ou de 4. Maintenant, quand on ajoute les 3 couleurs et les 3 groupes les uns aux autres, alors la confusion va se faire non seulement par ces lignes, qui ont tendance déjà à se confondre, mais par les couleurs qui sont dans le même registre, qui n'ont pas de profil non plus, qui n'ont pas vraiment de pointe pour qu'on s'y rattache, mais tout ça est un ensemble tout à fait homogène. Vous voyez que c'est un matériau qui n'évolue pas, pratiquement, qui tourne sur lui-même, et c'est ainsi qu'avec vraiment des matériaux tout à fait traditionnels, on peut arriver à une utilisation tout à fait nouvelle. Naturellement, vous pouvez toujours me dire, et tout de suite me dire, que c'est principalement une sonorité de bois auquel se mêlent les 2 corps, bouchés dans la circonstance. Mais s'il vous fallait dire exactement quel instrument a joué quoi, je crois que vous seriez bien embarrassé. Et pour 2 raisons. La raison, d'abord, c'est la vitesse. Et deuxième raison, c'est que tous les accords qui sont faits sont de densités différentes. Il y a 1 note, il y a 3 notes, il y a 4 notes. Mais chaque note est faite par des combinaisons différentes. Alors, il y a par exemple un basson seul, ou bien il y a flûte, hautbois, clarinette, ou bien il y a flûte et 2 corps, ou bien il y a flûte, basson et 2 corps, etc., etc. Il y a un certain nombre de combinaisons, comme vous pouvez imaginer, entre 6 instruments possibles. Et je voudrais vous faire entendre justement ces combinaisons très, très, très lentement. À ce moment-là, vous pouvez les percevoir. Chaque temps en 4, divisé en 4. Je vais vous jouer cela 4 fois plus lentement. Vous avez entendu chaque fois qu'il y avait, d'abord, les notes changent de place, naturellement, mais non seulement les notes changent de place, mais elles changent de couleur chaque fois. Et c'est cette couleur que vous êtes capable d'entendre maintenant, mais que lorsque je vais le jouer vite, vous serez de nouveau incapable de saisir dans le détail, mais vous le comprendrez dans son entier. Et ce sera une couleur homogène, qui est celle des bois plus des corps, mais constamment revitalisée, renouvelée par des combinaisons qui sont multiples. C'est comme si on passait quelque chose en lumière stroboscopique. À partir d'un certain moment, vous voyez autre chose que la réalité.
L'œuvre tend vers sa fin et il va y avoir une note principale qui va toujours être tenue et qui est un La, tout simplement. Cela est fait d'abord au sommet des cordes, comme je vais vous le faire entendre maintenant. Et maintenant, vous allez entendre les bois qui partent immédiatement après les cordes. Chaque fois, le même principe qu'auparavant, c'est-à-dire chaque fois que ce La arrive, il est coloré par un accord qui est très court, mais que l'on entend. Alors d'abord les cordes, ensuite les bois, et cela varie d'octave en octave, change non seulement de couleur, mais de hauteur. Peu de temps après, quand l'œuvre se dirige vraiment vers sa fin, à ce moment-là, il y a dans le matériau musical une fixation totale. C'est-à-dire que ce La que vous avez entendu est joué principalement par le hautbois, mais accompagné par d'autres instruments qui font aussi cela à différentes octaves. Et puis, en même temps, il y a une fixation des registres de tous les instruments, ceux qui ne font pas ce fameux La. Et on entend très bien que le matériau est complètement figé vers la fin et qu'il donne l'impression de la conclusion. Les ressources d'un groupe restreint, comme vous l'avez entendu, ont été utilisées avec une grande ingéniosité pour créer une variété de sonorités, une variété de matériaux. Et je voudrais souligner à ce propos que le matériau musical n'est pas seulement une chose qui est donnée, mais elle est créée avec l'écriture musicale proprement dite.
En contraste avec celui de Donatoni, le matériau de Varèse est à la fois plus sommaire et plus rebelle à un ordre quelconque. Sur un instrument traditionnel, vous ne pouvez changer les notes sans changer le sens de la musique elle-même. Avec les instruments de percussion, il en va autrement. Ce qui compte, ce n'est plus la valeur absolue, mais la valeur relative des instruments les uns par rapport aux autres.
qu'on change un instrument pour un autre de la même famille, on obtiendra une qualité sonore légèrement différente. Mais on n'aura pas changé la nature même de la musique. Tous ces instruments de percussion obéissent à des relations moins strictes dans un certain domaine que les instruments traditionnels. Mais ils sont d'autre part moins anonymes qu'eux, gardant une forte individualité, restant en quelque sorte inclassables les uns par rapport aux autres. L'ionisation d'Edgar Varèse, qui est un modèle d'une pièce pour percussion, a été écrite longtemps avant le thème de Donatoni, quelques 50 ans avant. Et pourtant, cette pièce ne comporte pratiquement aucun instrument classique, excepté le piano, qui intervient juste vers la fin de la pièce. Nous n'avons pas, dans cette pièce, l'ordre bien visible des instruments classiques, comme nous l'avons vu dans Donatoni. Nous avons beaucoup d'instruments qui ont l'air, à première vue, d'un ramassis passablement hétéroclite. On peut les classer en 3 familles, qui sont en général classées d'après le matériau dont ces instruments sont faits. Et il y a le métal, la peau et le bois. Alors voici d'abord pour les instruments de métal, d'abord un gong. Et puis on a le tam-tam, qui est un son beaucoup plus complexe. Et puis, on a les cymbales, que tout le monde connaît, qui sont un son plus aigu, mais aussi très complexe. La deuxième famille est celle des instruments de peau. Voici d'abord les bongos, qui sont un instrument relativement aigu. Et maintenant, voici le tambour militaire qui se distingue d'abord par le timbre, vous allez voir. Un son moins simple que celui des bongos. Et puis, voilà la grosse caisse. Exactement 2 grosses caisses, mais les 2 instruments sont dans le grave. Et puis, vous avez la famille des bois, qui est alors beaucoup plus hétéroclite encore que les autres. Voici par exemple un fouet, qui est un claquement très sec de 2 lattes de bois. Ensuite, voilà le güiro, qui est une espèce de râpe en bois. Et puis, voici les claves, qui sont 2 petits cylindres de bois dur. Ce sont des instruments qui produisent des sons qu'on appelle des sons indéterminés, parce qu'ils ne sont pas du tout comme les sons d'un piano, ils n'obéissent pas à un ordre comme l'ordre auquel obéissent tous nos instruments. Et on peut voir du reste, même d'après les noms que j'ai énoncés, que ces instruments nous proviennent de civilisations très différentes. Quelques-uns viennent d'Afrique, quelques-uns viennent d'Amérique latine, d'autres viennent d'Asie. Notre civilisation, notre culture musicale a été assez pauvre jusqu'au début du XXe siècle en instruments de percussion, et nous avons donc été obligés de les importer, de les acclimater à notre culture. Ces sons qu'on appelle indéterminés n'obéissent pas du tout à la même hiérarchie que les sons d'un piano. Vous allez voir par exemple une mesure de Mozart sur le piano. Il suffit de changer une seule note et tout va être changé. On perçoit la différence, il suffit vraiment d'une note pour que tout soit changé. Alors, rien de tel avec les instruments de percussion tels qu'ils sont employés. Ils ont naturellement des relations aussi, mais les relations sont plus compliquées que celles du piano. Pour montrer clairement la frontière qui sépare instruments de percussion et instruments classiques, comme le piano,
j'ai réuni deux groupes identiques, d'instruments identiques, mais possédant des caractéristiques sonores, taille des instruments, couleurs, registres, nettement différenciés. Je vais vous faire entendre par exemple le bongo qui joue dès le début de cette pièce. Voici d'abord les bongos du deuxième set d'instruments, les bongos seuls. Et voilà maintenant le tambour militaire. Et maintenant, voici le tambour militaire dans le second set d'instruments. Et maintenant, voici ces deux instruments qui sont les deux instruments principaux avec leur accompagnement. Et je prends tout le monde avec le chiffre 1, avec la levée. Et voici maintenant ces deux instruments qui sont solistes, accompagnés par un petit groupe, mais toujours dans le second set d'instruments. Vous n'avez certainement rien remarqué de très particulier quand nous avons joué ensemble. La musique ne nous a pas semblé complètement changer. Peut-être vous avez senti qu'il y avait quelques différences, soit dans la clarté, soit dans le plus sombre, soit dans le plus aigu, mais cela ne vous a pas dérangé. Et effectivement, tous les instruments ont joué exactement la même partie, ils sont de la même famille, mais ils n'ont pas le même son, comme vous avez pu comparer. Si l'on arrive à ne pas distinguer un ensemble d'un autre quand il y a des instruments aussi isolés, à plus forte raison, quand beaucoup d'instruments jouent ensemble, le son devient encore beaucoup plus complexe, et là, il n'y a presque pas moyen de distinguer directement entre un ensemble de ces mêmes instruments de percussion et un autre ensemble des instruments de percussion qui sont identiques avec des caractères différents, mais qui sont de la même famille. Voici le même ensemble joué par un autre set d'instruments. Et même à la fin de l'œuvre, lorsque le piano, les cloches, le glockenspiel, qui ont tous des sons fixes, déterminés, se mêlent aux sons indéterminés, on serait incapable de faire la différence entre les deux sets d'instruments qui les accompagnent.
Voici la fin maintenant de ionisation avec ce mélange, comme je l'ai dit, de sons indéterminés et de sons déterminés. Naturellement, vous allez reconnaître tout de suite les sons du piano, des cloches et du glockenspiel qui ne se distinguent pas de l'autre version. Mais tous les autres instruments sont changés. Et cependant, c'est la même sonorité d'ensemble. Les instruments de percussion sont tout à fait à part comme matériau musical, quoique maintenant ils soient tout à fait intégrés à l'orchestre. Mais Varèse y ajoute des sirènes qui tranchent sur tout le reste, car ce sont les seuls instruments variables au milieu d'instruments fixes. Et il les voulait non pas comme moyen d'évoquer quelque chose, disons, de concret, une anecdote, il le voulait vraiment comme un instrument abstrait, parce que c'était pour lui le seul représentant d'un continuum sonore qu'on réalise en général sur d'autres instruments par un glissando. Pour la fin de son œuvre, Varèse utilise, comme je l'ai dit, des instruments à son déterminé. Et ce sont le piano, le glockenspiel et les cloches tubes. Voici exactement ce qu'ils jouent, tous les trois. Alors comment concilier la nature de ces instruments qui, comme je l'ai dit, s'opposent à la nature indéterminée des autres instruments? Eh bien, il les utilise d'une façon très caractéristique. Comme vous avez pu l'entendre, il les utilise sur toujours les mêmes hauteurs, c'est-à-dire qu'aussi des instruments qui sont variables, il les rend fixes. Et c'est pourquoi ils peuvent se marier avec les instruments résonnants. Et je vais demander de jouer les mêmes 4 mesures avec toujours le glockenspiel, les cloches-tubes et le piano, et tous les instruments résonnants, c'est-à-dire gong et tam-tam, et la cymbale. Il n'y a donc plus aucune différence de nature entre ces gongs, tam-tam, qui ont des sons complexes mais indéterminés, et piano et cloche et glockenspiel, qui ont eux aussi des sons tout à fait fixes et qui donnent toujours les mêmes corps sonores, les mêmes objets sonores.
Enfin, l'œuvre de Jonathan Harvey nous fait pénétrer dans le domaine de l'extension du son naturel par des moyens que l'on pourrait qualifier d'artificiels si la technologie n'était qu'une forme autre de la captation de la nature. Harvey utilise une voix d'enfant et des sons de cloche. Il les analyse, les décompose et les recompose au gré de son œuvre et suivant les besoins de la variation sonore. Nous allons entendre le son de la cloche qui a servi de matériau générateur pour l'œuvre de Harvey. Il s'agit de la cloche grave de la cathédrale de Winchester. Un autre élément qu'utilise Harvey dans son œuvre, c'est la volée de cloches. Donc voilà un extrait. C'est dans la première section de l'œuvre en comprenant 8, que nous allons entendre le texte chanté par une voix d'enfant. Chez Harvey, les sons de synthèse, les sons artificiels restent proches de leur modèle naturel, proches de la voix humaine, proches des résonances de la cloche, sans pourtant tenter d'imiter ces sons. En fait, Harvey cherche à conférer à chaque source, les sons originaux, aussi bien que les sons de synthèse, une identité qui leur est propre. Et beaucoup plus que de tenter de les faire fusionner, de les intégrer les uns aux autres, il cherche plutôt à orchestrer ces sons indifféremment pour les sons naturels et pour les sons de synthèse. Dans l'exemple que nous allons entendre, il y a un passage assez virtuose, disons, qui représente un petit peu le climax de l'œuvre et qui est réalisé entièrement par des sons de synthèse, par un procédé où l'ordinateur va faire un mixage de fragments très brefs, procédé qu'on appelle de la microchirurgie. Le traitement des sons est un autre moyen de conférer un comportement peu naturel à des sons qui sont au départ naturels, comme les sons de voix et les sons de cloche. Et dans ce passage, l'ordinateur va lire l'enregistrement numérique des sons de voix et des sons de cloche, tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers, et va effectuer cette lecture avant-arrière d'une manière répétée, ce qui va créer d'ailleurs une sorte de figure rythmique qui est intégrée bien sûr à l'œuvre et qui va accompagner au fond toute la fin de l'œuvre, la section 7, section 8, et qui va terminer au fond l'œuvre elle-même. Les tuteurs sont des intermédiaires indispensables entre les compositeurs et la technologie. Pourquoi? Parce que, quelquefois, les compositeurs n'ont pas d'expérience, sont peu doués pour la technologie, ou bien alors, ils n'ont pas un temps suffisant à consacrer pour se mettre au courant vraiment de toutes les possibilités qui leur sont fournies. Et à ce moment-là, les tuteurs, comme Marc Battier précisément, viennent à l'aide du compositeur pour lui transmettre ce que peut faire la technologie et transposer les idées du compositeur qui sont parfois utopiques dans une réalité
qui mènera à la réalisation de l'œuvre. Faut-il être effrayé par l'expansion du matériau musical et redouter une évolution illimitée, source de difficultés et de confusion? Je pense qu'en musique, comme en architecture, cette expansion bien utilisée ne peut avoir que des effets bénéfiques. Elle ne fait que confirmer une évolution historique dont nous savons qu'elle s'est produite sans exception. Expression nouvelle et matériaux nouveaux ont toujours dialogué, le matériau augmentant le pouvoir, la force, le caractère de l'expression désirée par le compositeur. Notre époque, en ceci, doit donner une réponse originale, sinon elle ne serait pas à la hauteur de son ambition, à la mesure de son identité.